Good morning, everyone. Welcome to the second session. Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième séance de la journée. Rendre visible l'invisible. Je vais commencer par une brève introduction, puis nous entendrons nos conférenciers invités tour à tour et le tout sera suivi d'une période de questions. Nous allons également inviter les gens qui nous écoutent en ligne et sur l'Internet à nous poser des questions que nous recevrons en ligne. Nous savons que les inégalités sexo-systémiques commencent souvent à la naissance, se poursuivent pendant le mariage, la vieillesse et même jusqu'à la mort. Et la mort des femmes est moins susceptible d'être enregistrée. Toutefois, pour les femmes, nous savons qu'il y a un cycle de vie pour les filles et les femmes, tout un cycle de vie qui n'entre aucunement en ligne de compte, de la naissance au mariage à la mort. Tout cela ensemble complique la vie des gouvernements qui veulent planifier des politiques et programmes appropriés sur la durée de vie de la population, surtout des femmes, et cela pose des défis importants à l'échelle mondiale. Comment pouvons-nous progresser avec nos politiques de développement si les données sur l'égalité hommes-femmes ne sont pas disponibles? Les femmes sont désavantagées. Comment peut-on les joindre? Comment les programmes de développement économique et les programmes d'éducation et de services sociaux peuvent-ils les atteindre? Alors, les statistiques d'état civil sont souvent oubliées dans les politiques nationales par des gouvernements qui essaient de régler les problèmes de femmes désavantagées. Alors, les objectifs de développement durable veulent éliminer la pauvreté, les inégalités, l'égalité entre les sexes étant une priorité. Donc, les données couvrent les populations clés qui peuvent être ventilées par sexe pour bien retraiter l'état civil des femmes, y compris leurs droits et leurs désavantages. Ça n'étonnera personne ici, avec votre expérience avec les systèmes des sexes, que les défis pour le milieu, ce n'est pas nécessairement au sujet, c'est dans le comment et non pas dans le pourquoi. C'est la façon de régler le problème et d'offrir de l'aide qui soit durable et viable à long terme qui complique les choses. Il nous faut mieux servir les mal desservis et ceux qui vivent dans des régions éloignées. Et aujourd'hui, dans les jours à venir, à la conférence, nous devrions nous lancer des défis, répondre à des questions difficiles quant au design inclusif des systèmes de collecte de données comme le système ESSEC. Et l'un des défis que j'aimerais poser au panel aujourd'hui, c'est comment considérez-vous, alors que nous étudierons les lacunes et nos rôles, nous devrons penser aux femmes non seulement dans les populations désavantagées qui ne sont pas comptées, mais aussi penser à elles comme des agents de changement. Il faut que les femmes deviennent des partenaires actives pour améliorer les services dans leur pays. Pour ce faire, on devrait se poser des questions difficiles. Et voici certaines des questions que nous allons nous poser aujourd'hui et ainsi que dans les jours à venir. Alors, les questions, ou certaines d'entre elles, sont dans quelle mesure nous, au pays, les chefs de file mondiaux, pouvons-nous renforcer la position des femmes par design dans les systèmes d'ESSEC? Et dans quelle mesure incluons-nous activement les femmes dans le design des systèmes d'ESSEC pour inclure leur point de vue comme mères qui veulent enregistrer leurs enfants ou comme femmes qui se marient ou se divorcent ou qui consignent le décès de leur conjoint? Dans quelle mesure les inégalités entre les sexes déséquilibrent-ils le système? On verra ce que les experts ont à dire. Ces obstacles ont empêché les femmes de participer activement par le passé et empêché d'enregistrer les données vitales.
Alors, dans quelle mesure encourageons-nous le point de vue des femmes comme une ressource clé pour les systèmes d'ESSEC? Et comme chef de file, nous pourrions donner, on pourrait consigner des événements importants de la vie, par exemple avec les travailleurs de la santé. Il nous faut voir comment aider les femmes à devenir des ressources et non pas seulement insister sur leur position désavantagée, défavorisée, mais en faire des agents de changement puissants dans les pays et les régions. Au cours de la séance, nous allons voir si nos systèmes d'ESSEC et notre rôle peuvent être moins aveugles aux inégalités entre les sexes. Notre prochaine invité va ouvrir la séance d'aujourd'hui et ensuite j'accueillerai chaque conférencier un à un. On va commencer par Rachel Snow. J'aimerais vous donner un peu une courte bio. Lorsqu'elle arrivera, Rachel Snow est la chef du service de la population et du développement au Fonds des Nations unies pour la population. Elle a plus de 25 ans de service en recherche sur les femmes, la santé reproductive, l'accès aux services de santé et les vulnérabilités sexuelles des jeunes gens. Elle est une scientifique et biologique professionnelle. Elle a mené des essais cliniques sur la santé reproductive dans les pays pauvres. Accueillons donc tous Rachel Snow. Merci. Depuis que je me suis jointe au fond, je vis dans le monde des recensements et des systèmes des sexes. Alors, merci de m'avoir invité. En fait, aujourd'hui, je vais parler alors que notre fonds essaie de repenser, reconfigurer sa stratégie dans le contexte de l'enregistrement de l'état civil. Je me suis joint à ce groupe il y a 2 ans avec le recensement de 2020 qui viendra très bientôt. Alors, on s'est concentré surtout là-dessus. Et ce n'est que depuis 4 ou 6 mois que nous débattons et faisons des sondages dans nos bureaux de 120 pays pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les systèmes des sexes et qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors aujourd'hui, je vais parler de 2 enjeux clés qui nous intéressent beaucoup. Le premier, c'est la valeur d'une approche intégrée à l'enregistrement de l'état civil, y compris l'évaluation des systèmes de données démographiques d'ailleurs. On a parlé de silos, de manque d'intégration, et c'est vrai, on le voit parce que les recensements font appel à des experts. Peut-être qu'on devrait jouer un rôle. Et le deuxième enjeu, c'est que nous avons été frappés par le manque de données sur les enregistrements de mariage et de divorce. Et je sais que je m'adresse à un groupe qui se concentre beaucoup sur l'enregistrement des naissances, mais nous, on s'inquiète de l'absence de données sur le mariage. J'aimerais remercier Madame Askar de ESCAP de sa présence aujourd'hui. Il est impressionnant de voir comment la communauté internationale s'est entendue là-dessus avec la Banque mondiale et l'OMS. Et on peut voir que la part du lion des investissements est concentrée surtout sur les naissances maintenant, mais les décès et les causes de décès aussi. Et cela semble refléter que nous avons quand même des données sur l'enregistrement des naissances de plusieurs pays. Donc, cela nous aidera. Mais en même temps, pour les gens qui s'intéressent au mariage des enfants, c'est la culmination du mariage des naissances et plus des mariages qui donnent à l'État les instruments nécessaires pour protéger les jeunes filles d'un mariage trop précoce. Et cela aide la société civile à jouer leur rôle crucial aussi. On sait que les enregistrements de mariage sont importants pour l'enregistrement des naissances, mais j'aimerais quand même souligner que l'enregistrement des mariages est crucial pour l'autonomisation des femmes en matière financière. Il faut leur donner des droits à la propriété, les droits à la garde des enfants
et à la garde de titres de propriété advenant un divorce. Il y a certains pays qui font de l'excellent travail à essayer d'intégrer leur réflexion, leur approche, comme au Bangladesh, où un certificat de naissance vous donne accès à une reconnaissance de mariage. Donc, c'est une belle démarche et il nous faudrait en voir plus. Nous reconnaissons aussi que même nous travaillons avec des gouvernements de certains pays de très près, il faudrait quand même réussir à engager un plus grand nombre de ministères et d'organisations dans ces pays, au lieu de traiter seulement avec le recensement, pas seulement les organisations de société civile. D'abord, pour l'intégration des données. Ramesh Silva va vous présenter cet après-midi une partie de travaux qui étudient l'équilibre entre les différents recensements et qui sont bien informés par les données sur les enregistrements divers et les lacunes aussi dans l'enregistrement des décès. Alors, il va d'ailleurs faire des distinctions assez remarquables entre les décès d'hommes et de femmes. Alors, on s'intéresse vraiment beaucoup à l'intégration de ces différents systèmes de données sur les populations. Que pourront-ils faire pour déceler les incohérences qui existent? Par exemple, il y a des choses qui ont été faites au Maroc et on voudrait que ça se refasse ailleurs au cours des prochaines années. Maintenant, dans le contexte de l'enregistrement des mariages et divorces, là encore, il y a un service qui existe déjà, mais on sait qu'il y a encore trop peu de données sur les mariages. La division des statistiques qui est représentée ici par différents dirigeants, elles sont aussi impliquées dans la collecte d'informations pour le recensement. Nous informons les gouvernements très directement et l'un de nos engagements, c'est d'essayer de travailler en plus étroite collaboration avec les gouvernements, non seulement pour la collecte de données sur les mariages, mais sur le type de mariage, à savoir s'il y a un certificat ou pas de mariage. Et dans le contexte d'un divorce, avez-vous un certificat de divorce? Et nous pensons que si on peut accomplir cela dans quelques pays seulement, pendant cette ronde pour le recensement, on se rendrait service à tous, en sachant mieux où les besoins sont les plus extrêmes. Quand on regarde les lois, et je ne suis loin d'être avocate, les preuves existent que l'enregistrement de mariage, où en fait les femmes font l'objet de discrimination avec les enregistrements de mariage et d'héritage. Il suffit, je sais que la loi commence à changer pour essayer de mieux protéger les femmes. Et je pense l'Afrique du Sud, et j'ai vu un collègue là de l'Afrique du Sud, et je sais qu'en 1998, l'Afrique du Sud a changé la loi pour que les mariages en droit commun puissent être maintenant enregistrés. Et j'aimerais savoir, moi, comment depuis 1998, ça a changé les enregistrements de mariage au pays. Je pense que ce serait une question qui nous intéresserait tous pour voir si c'est un modèle qui pourrait éclairer le continent au complet. Je comprends que dans le contexte de l'Afrique du Sud, en tout cas, on se demande maintenant, on a fait un projet de loi pour reconnaître la cohabitation maintenant. Alors, je pense que ce sont là des débuts d'avancement considérables où les de meilleures données pourraient aider le gouvernement à mieux protéger les femmes. Et en fait, avec notre programme, nous allons nous lancer dans un nouveau domaine, des données sur des sources multiples de population, et ensuite pour voir ce que l'on peut faire pour améliorer la qualité de ces données sur la couverture des mariages et des types de mariages. Et on a bien hâte de travailler avec vous tous au cours des prochaines années et des prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel, pour avoir pris moins de 10 minutes. C'est fort apprécié. Je suis certaine qu'on aura plus de discussions de cette façon. Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre prochaine invitée, Francesca Perucci, qui est la chef adjointe de la direction des services statistiques
Elle s'occupe des statistiques du département des affaires économiques et sociales des Nations unies. Elle a commencé sa carrière aux Nations unies comme conseillère en statistiques vitales. Elle a occupé des postes différents dans le système onusien et elle a aidé à développer et promouvoir l'utilisation de statistiques et d'indicateurs pour informer les politiques de développement et ensuite contrôler leur progrès. Accueillons donc Francesca Perucci. Merci, bonjour à tous. Chers collègues, c'est un plaisir d'être ici. Je remercie mes amis et collègues du CRDI pour m'avoir invité. Je suis bien heureuse de pouvoir partager mes idées aujourd'hui. Il est très encourageant de vous voir tous ici travailler dans ce domaine. Je suis tellement contente de voir cela. Comme on l'a dit, j'ai commencé en statistique sexospécifique. C'était un rêve seulement il y a 25 ans que l'on puisse avoir une telle discussion. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler davantage de la perspective des ODD et qu'est-ce que l'ESSEC représente dans le contexte des ODD. Donc, quelles données il nous faut pour les ODD et quelle importance ça a pour l'agrégation. Moi, je pense qu'en ayant des données qui soient ventilées, c'est ce qui est le plus important. On ne pourra jamais rien faire sans données. Et je ne parle pas d'indicateurs, même s'ils sont aussi très importants. Mais ça, ce n'est qu'un côté de l'histoire. Il est encore plus important d'avoir des données pour éclairer les politiques et inclure toutes les personnes qui n'ont jamais été comptées. Comment peut-on y arriver? Un message, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies importantes, de travail important qui se fait sur plusieurs fronts. Mais un message important que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est que les sources de données à intégrer qui a été mentionné par la personne qui m'a précédé, l'importance de tenir compte de toutes les sources de données, trouver moyen d'intégrer les sources traditionnelles et non traditionnelles et tirer parti de la technologie et l'importance d'innover. Quoique ce n'est pas tout non plus, comme le collègue de l'Union européenne nous l'a dit ce matin. La parfaite technologie ne saura résoudre le problème à la perfection. Alors, qu'est-ce que sont les systèmes d'ESSEC pour les ODD? Eh bien, ils sont utilisés pour le contrôle. On a différents indicateurs aussi. J'en ai compté 14 indirectement et 48 directement des systèmes d'ESSEC. Il est aussi très important d'avoir des données pour la mise à exécution de l'agenda et pour éclairer les politiques, les interventions et les progrès. À titre d'exemple, les populations intégrées et les systèmes d'ESSEC vont toucher plusieurs secteurs, la planification, les services de santé dans certains pays et dans les situations de crise à cause de catastrophes naturelles. Et ça, il y a encore bien d'autres exemples, mais je voulais simplement insister sur le fait que comme source de données, il faut toujours se rappeler que c'est important pour le contrôle et ensuite pour la mise à exécution de l'agenda. Mais c'est aussi important comme objectif en soi dans la perspective de la gouvernance. Et les systèmes d'ESSEC sont un élément clé d'un bon système statistique. On n'en aura jamais sans bonnes données et un bon système d'enregistrement des données. Il est important, bien sûr, et ça a été mentionné par tout le monde qui a parlé, c'est donc très important d'avoir des données sur l'état civil, c'est-à-dire l'enregistrement à la naissance, l'identité légale, c'est l'objectif 16. C'est aussi important dans la perspective des deux sexes. Là encore, la personne qui m'a précédé a très bien dit, a très bien relaté tous les aspects qui importent, pas seulement l'enregistrement à la naissance, mais aussi l'enregistrement des mariages et des divorces, qui sont absolument essentiels pour protéger les droits des femmes. Enfin,
pour les héritages et pour bien d'autres choses. Et ensuite, l'enregistrement des naissances de filles, qui est un soutien juridique important contre les mariages précoces et forcés. Alors voilà, l'importance des systèmes d'essai ici est prouvée car c'est une fonction fondamentale de tout gouvernement. Et c'est pourquoi dans les ODD, on a pris les objectifs 17.19, point de vue financier surtout, mais aussi selon l'objectif 16 pour les droits de la personne. Alors, quelles sont les priorités? J'aimerais dire, bien sûr, qu'il y a des défis à relever. La personne qui a précédé a parlé des défis lorsqu'on n'a pas de pendant. Quand on travaille à la division de statistiques aux Nations unies, on travaille avec une commission des statistiques, mais ça, ce n'est qu'un volet des différents volets dans le gouvernement qui doivent être impliqués. Donc, c'est cela qui est un défi aussi, coordonner l'intervention de tout ce monde-là. Et aux Nations unies, on l'a fait, et tous nos programmes de renforcement de capacité rallient les trois principaux acteurs en développement, le ministère de la Santé, les systèmes statistiques, donc l'enregistrement de l'état civil, et ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un point d'entrée. Il doit y avoir vraiment un effort de fait pour concilier tout cela dans une perspective mondiale. Et puis ensuite aussi, l'enregistrement civil n'est pas nécessairement toujours d'élaborer avec des statistiques en tête. C'est important dans la perspective sexo-spécifique aussi. Alors, mais les ODD, je pense, représentent une belle occasion de vraiment élever la visibilité politique des systèmes d'essai. Alors, pour mieux faire comprendre l'importance d'avoir des systèmes d'essai. Ensuite, cela peut faire augmenter la demande aussi. Vous savez tous à quel point il est important d'avoir des données et de renforcer la demande aussi. Et disons qu'en ayant tout cela bien visible et soulignant l'importance politique des systèmes d'essai, cela va renforcer notre message. Et aussi, nous avons une très belle occasion. Les ODD nous ont donné ce sentiment d'urgence pour créer des partenariats avec différentes parties intéressées, les organisations société civile, le secteur privé, etc. Donc, ensemble, nous pourrons réaliser des progrès. Et la nouvelle technologie aussi, bien sûr. J'ai dit, bon, on devrait ouvrir la couverture des téléphones cellulaires, avoir des identificateurs uniques, avoir une interopérabilité des données, des systèmes de données et des systèmes d'information. Alors, comment pouvons-nous progresser, aller de l'avant? J'ai parlé du rôle que pourrait être celui des Nations unies. Et il suffit de regarder le plan d'action de développement durable et les données qui l'accompagnent. Alors, nous avons dans la communauté statistique, dans le milieu statistique, consolidé nos systèmes statistiques et dans le domaine stratégique. La stratégie 3, on a parlé de l'importance de développer les systèmes d'essai. Ça, c'est très important pour tout le milieu statistique. N'oubliez pas que c'est ce qu'on voudrait faire. Que peut-on faire? Bien, on doit intégrer le développement des systèmes d'essai et des stratégies internationales, donc impliquer toutes les parties du gouvernement qui veulent créer un tel système. Nous devons aussi travailler avec différents secteurs du gouvernement pour mieux sensibiliser tout le monde et il faudra qu'on ait un certain élan maintenant pour encourager toutes les parties intéressées à participer pour que l'on progresse. Il nous faut intégrer la mise au point de systèmes d'essai pour les sources de données clés dans nos stratégies pour les plans nationaux de statistiques. Ensuite,
il faut dire qu'il y a encore un débat sur les sondages sur les ménages par opposition au système des SEC. Eh bien, quel est le juste équilibre ici? On sait qu'on a on doit investir beaucoup pour l'enregistrement de l'état civil, mais il y a une école pensée qui dit il nous faut des données tout de suite pour les ODD. Alors, il faudrait faire des sondages pour les besoins les plus urgents. Mais je pense qu'il y a un déséquilibre ici. Il faut trouver l'équilibre parce que oui, faudrait investir davantage au départ, mais ce n'est pas bon marché d'obtenir des données. Alors, c'est une discussion qui devra avoir lieu pour qu'on trouve un véritable équilibre entre toutes ces sources de données pour les ODD. Et enfin, j'aimerais mentionner les instruments que nous avons au niveau mondial. Nous avons un groupe de haut niveau qui supervise la mise en application du plan d'action de Cape Town. Alors, il nous faut le leur présenter et veiller à ce que dans leur plan de mise en œuvre, cela soit pris en considération. Il y a un sous-groupe sur le financement également. Il doit exister. Ces systèmes des SEC doivent être bien financés dans tous les pays. Et nous avons de nouveaux volets de travail au sein de notre direction et un nouveau groupe dans la commission statistique qui s'occupe des statistiques sur le vieillissement et sur l'âge des données ventilées par âge. Et ces programmes vont bon train. Et puis enfin, il nous faut veiller à ce que nous amenons le travail du milieu statistique au milieu politique, parce que c'est de là que viendra l'engagement. Donc, on fait des discussions sur les statistiques à la commission statistique et au forum de haut niveau et dans tous les autres processus intergouvernementaux des Nations unies pour obtenir le financement et ensuite passer au niveau politique où toutes les décisions sont prises. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'ai déjà débordé de mon temps. Merci, Francisca. Vous avez soulevé des points bien importants. Je ne veux pas revenir sur les points de tous les intervenants. Enfin, ce sont tous des points très importants, mais je vais attendre pour y revenir à la période de questions. Et maintenant, nous allons passer à Hai-Shin Fu, directrice du groupe de données de la Banque mondiale qui s'occupe du contrôle et mène des initiatives, des sondages et des services techniques et des programmes statistiques mondiaux comme le Programme international de comparaison. Elle dirige également la mise en application du programme de données de la Banque. Madame Fu était une chef de file active dans le milieu statistique. Elle a travaillé comme experte indépendante pour le gouverneur général en matière de développement durable et elle est conseillère à l'Institut international des statistiques. Avant, elle a dirigé le programme de statistique à UNESCAP et au bureau du rapport du PNUD. Elle a également un diplôme en géographie et en économie de l'Université de Pékin. Alors, bienvenue, Hai-Shin Fu. You can tell that I have all my life. Merci. Toute ma vie, je me suis assuré d'être enregistré de façon appropriée. C'est un grand plaisir de vous joindre ici. Vous connaissez peut-être Shada Strait avant qu'elle vienne à Ottawa? On a dit pour la première fois, on discutait de l'ESSEC par rapport au genre. Je viens ici dans à peu près le même esprit, mais je me sens un peu partagé parce que il y a des choses qu'on devrait faire et ça ne bouge pas assez vite. Mais au moins, nous sommes tous ici ensemble pour faire avancer ce programme. Étant donné que nous sommes tous convertis et engagés,
Je ne vais pas répéter pourquoi. Nous voulons relier le sexe et le genre. Je vais vous parler de la raison pour laquelle j'estime que c'est important d'avoir ce partenariat et aussi de ce que la banque a fait. Alors, je serai un peu franche. D'abord, je pense qu'un rôle important, c'est d'être de meilleurs leaders. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre en ce qui concerne le SEC et ce mécanisme pour remplir les trous. Parce que il faut comprendre exactement comment le SEC pourrait favoriser l'égalité des genres. D'abord, je dois souligner la recherche importante qui a été faite dans ce domaine et le nouveau centre d'excellence qui s'est engagé aussi à devenir une source pour l'échange des faits et des résultats de recherche, parce qu'il faut vraiment travailler ensemble. C'est en partie parce que nous n'avons pas suffisamment de données et pour faire des progrès, il faut être beaucoup plus proactif et trouver des preuves solides. Deuxièmement, il faut voir comment nous allons promouvoir l'innovation et l'application des nouvelles technologies. J'y réfléchis depuis longtemps. Je suis coupable, comme d'autres démographes, d'avoir utilisé des modèles d'imputation sophistiqués pendant de nombreuses années, mais nous savons que nous n'avons pas suffisamment de systèmes de statistiques de l'état civil. Mais je suis heureuse que finalement, nous ayons des systèmes gouvernementaux de base par rapport à cette date qui a été fixée en 2030. Pourquoi pensons-nous que c'est beaucoup plus faisable maintenant et viable? Si vous regardez tous les progrès que nous avons faits en technologie et combien la technologie est devenue abordable, nous pensons vraiment que cette fois-ci, nous sommes beaucoup mieux positionnés. Et en tant que partenaire avec l'État et d'autres acteurs, je pense que il faut vraiment voir quelles seraient les applications technologiques les plus crédibles pour aider les pays à passer de l'ère du papier à l'ère électronique. Et comme ma collègue l'a dit, ce n'est pas seulement une question d'appliquer la technologie, mais il y a des institutions qui devraient assurer un cadre juridique pour accroître nos capacités dans ce dossier. Et il y a aussi le rôle des donateurs qui peuvent multiplier les partenariats afin d'aider les pays. Et bien sûr, améliorer l'enregistrement et la statistique de l'état civil sont notre responsabilité en tant que gouvernements nationaux. Et comme le besoin est criant, il faut absolument faire quelque chose sans tarder. J'aimerais reconnaître la contribution du gouvernement du Canada et d'autres pays aussi qui sont représentés ici et qui ont fait des contributions en nature et en dollars. C'est vraiment quand même très peu et il faudra que ce soit augmenté. D'abord, je voulais vous parler de la manière dont la Banque mondiale a décidé de donner l'exemple. D'abord, améliorer le SEC, c'est l'enjeu le plus important. Je me souviens, en mai 2014, le premier ministre du Canada était présent au sommet sur la statistique maternelle et des nouveau-nés. Il avait souligné l'importance pour lui de faire en sorte que tous les pays aient un système vraiment numérisé et
vital. Quand les enfants meurent, nous avons besoin de savoir qui et où et pourquoi. Donc, en 2014, je vois mes collègues ici. Ils ont travaillé avec une équipe, avec l'OMS et d'autres partenaires et gouvernements pour lancer le plan d'investissement de la statistique de l'État civil pour 2024. Le but de ce plan est d'assurer l'enregistrement universel des naissances, des mariages et d'autres éléments de la vie ou incidents ou événements de la vie. Donc, avec le soutien du gouvernement du Canada et avec les mécanismes de financement mondiaux, nous avons pu accélérer le rythme. Je viens d'apprendre qu'au cours des 2 dernières années, nous avons dépensé combien? Plus de 18 millions de dollars de la part de 7 pays en Afrique et en Asie, en ce qui concerne l'enregistrement des causes de décès et ainsi de suite. Il y a aussi la promotion de l'égalité des genres qui permettent de lutter contre la pauvreté. C'est aussi une priorité de la Banque mondiale. Il y a moins de 2 ans, la Banque a adopté une stratégie de genre pour 2023. Alors, ceci montre l'importance de l'enregistrement pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant, afin qu'ils aient toutes les opportunités possibles dans la vie. Et je parle aussi de données qui proviennent de l'OSEC et d'autres. Donc, cette stratégie sur les genres et le SEC, je pense, sont étroitement liés. L'amélioration des systèmes de SEC n'est pas seulement une initiative de santé ou seulement pour les genres, pour les données. C'est quelque chose de très vaste. C'est pour cette raison que je suis très heureuse de voir à la Banque que ces 2 initiatives ont été lancées et elles sont liées de façon inextricable à la promotion du développement. 1,1 million de personnes, comme vous le savez, n'ont pas d'identité légale, reconnue légalement ou officiellement. Alors, ils ne peuvent pas avoir accès aux services de base. C'est pour cette raison que nous avons lancé une initiative intersectorielle pour la protection sociale, les genres, l'inclusion financière, les données, les services ou la reconnaissance juridique. Alors, tout ça, ensemble, permettra d'aider les pays à améliorer l'enregistrement et l'identité légale. Ici encore, nous sommes des meneurs en ce qui concerne la recherche concernant l'identité légale et l'identification pour améliorer beaucoup de résultats, ce qui comprend l'égalité des genres et aussi pour convaincre les différents pays et d'appuyer l'utilisation de la nouvelle technologie et des cadres juridiques qui permettront d'améliorer l'identification pour fin de développement. J'ai certains chiffres que j'aimerais partager avec vous. Depuis 2 ans, la Banque a investi plus de 500 millions de dollars et aussi, durant un autre cycle, nous avons investi 18 millions. Donc, c'est quelque chose de très important. Et en tant que donateur, nous utilisons notre influence auprès d'autres partenaires pour uniformiser, par exemple, les principes clairs qui doivent régir nos activités dans ce domaine. Alors, je suis très heureuse de voir que la Banque
a décidé d'allier le geste à la parole et nous sommes aussi très contents d'être ici pour voir comment nous pouvons multiplier les possibilités de réaliser ces initiatives, ce qui comprend l'amélioration de l'enregistrement social et l'identification numérique. Alors, tous ensemble permettra d'offrir une infrastructure de base dans les pays. Alors, ce ne sont pas les données qui comptent nécessairement, mais nous voulons assurer l'identification de tous les citoyens du monde. Merci beaucoup. Thank you very much, Hai Shen-Fu. Now we go to Oliver Shingania. And Oliver is a chartered statistician with more than 28 years of experience in statistical development in Africa at national and international levels. He has wide experience and knowledge of statistical practices across Africa at both field and management levels. He's a Zambian national holding an MSc in statistics, MBA, and various other certifications, including statistics for strategic resource planning and leadership skills and competencies. He's currently a director of the African Center for Statistics at the UN Economic Commission for Africa, UNECA. Among other responsibilities, he manages the work of the Secretariat for the African Program on Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics, API CRVS, working very closely with African Regional Core Group for CRVS in supporting African countries to improve CRVS systems. Please welcome Oliver with me. Good morning, everyone. Thank you. Good morning, and thank you for that elaborate introduction, Kamal Motasa. Also, just to thank IDRC for inviting me to be part of the discussion here, but more importantly, also to recognize the support that they're providing to African countries in the CRVS, among its other partners that are helping us. Maybe just to share a little story, as mentioned by Motasa, I joined the ECA some 22 months ago, and one of the things that I happened to have done was a workshop that I participated in Lusaka, and I was fortunate, or rather privileged, on that particular trip that I sat next to Minister of Finance, who now is actually the head of one of the political parties, and is a lady. And I was telling her about why I was going to Lusaka for this civil registration meeting and why it is important to register deaths. I didn't realize at the time that she had actually lost a mother and she had not registered her mother. She looked sad and started sobbing, says, and what I told her was, look, there are people that have come on this earth and they have left this earth without a trace. Il y a des gens qui sont en détresse. Et maintenant, nous n'avons pas vraiment de preuves qu'elle existait. Et elle a commencé à pleurer. C'est la situation de nombreuses personnes en Afrique et ailleurs aussi. Je pense que c'est l'une des bonnes raisons pour lesquelles nous sommes ici, pour apporter des solutions. Surtout dans le cadre de rendre l'invisible visible. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu 3 présentations ce matin. Le président de l'association, la secrétaire parlementaire et d'autres, ils ont dit beaucoup de choses sur ce qui a été fait dans certains pays. On a parlé de l'ESSEC et de l'égalité des genres et les avantages que ceci apporte pour le développement. Donc, le genre fait partie de ce processus d'enregistrement civil. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais je pense que si nous voulons nous assurer d'avoir un système d'enregistrement efficace, il faut avoir des données qui sont désagrégées par sexe. Mais pas seulement par sexe, mais au-delà de cela, il faut comprendre
quels sont les enjeux pour les différents sexes. Et comme on l'a dit ce matin, à peu près le tiers de la population, dans certains cas, doit être enregistré. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et ce qui est clair, comme vous pouvez le voir sur la diapo, si nous avons un système qui fonctionne bien pour l'enregistrement, il y aura des avantages supplémentaires, surtout pour les femmes qui seraient incluses pour le développement économique et ainsi de suite. Toutefois, malgré le fait qu'on ait reconnu l'importance de l'enregistrement civil, il y a encore beaucoup à faire, surtout dans les pays d'Afrique, où nous avons vu beaucoup de lacunes. Et ça a sans doute été partagé ici dans la discussion. Mais par rapport à ce que nous faisons à la Commission africaine, je dois dire que ça a déjà été mentionné, mais à la Commission, nous avons le SEC africain. C'est un programme africain pour l'amélioration de l'enregistrement civil. Nous avons un bureau au Centre de statistique dont je suis responsable et nous coordonnons toutes les activités sur le continent africain. Et donc, nous avons un groupe initial qui a été créé. Ce sont des agences qui ont été réunies pour coordonner tout ce qui se passe au niveau de l'ESSEC sur le continent. Et notre centre vient de se joindre à ce groupe principal et nous sommes heureux qu'on nous a invités à le faire. Donc, nous travaillons de très près avec ce groupe initial. Nous voulons offrir des mécanismes à différents pays pour mettre sur pied les instruments dont ils ont besoin pour les guider dans l'établissement de nouveaux systèmes statistiques, ainsi que pour rédiger des manuels et des outils, etc. De plus, nous avons aussi d'autres partenaires. Il y a des discussions en cours à l'heure actuelle pour la mise en œuvre de l'ESSEC en ce qui concerne le matériel de formation qui nous permettra d'éduquer les pays et aussi d'intégrer différents documents que nous avons sur la parité des genres. Parce que on doit aller au-delà des données désagrégées, mais bien souvent, lorsqu'on parle de parité des genres, on pense au sexe, mais ce n'est pas du tout, ou ce n'est pas seulement ça. Alors, il faut inclure la question du genre. Et nous avons aussi fait un peu de travail en ce qui concerne Data 2X, qui permet de diffuser les données nécessaires, surtout en ce qui concerne le mariage, les divorces à enregistrer. Pour ce qui est des étapes suivantes, je les ai toutes combinées parce que il y a des avantages, mais il y a aussi des opportunités qui s'offrent à nous. Donc, pour combler les lacunes, surtout au niveau du genre, nous voulons faire des évaluations par pays. Donc, il y aura des sondages qui vont être faits et nous voulons voir quels sont les obstacles culturels et autres, surtout en ce qui concerne, par exemple, le divorce. Et nous voulons aussi analyser les cadres juridiques. Quels sont les obstacles qui empêchent les gens d'enregistrer ces événements? Et nous voulons aussi voir quels sont les biais statistiques qui existent dans les systèmes juridiques qui régissent le mariage et le divorce. Et nous allons nous pencher sur les pratiques courantes en matière de données pour l'enregistrement des mariages et des divorces. Une fois que ce sera fait, nous voulons voir comment élargir
l'évaluation qui se fait à l'heure actuelle, parce que nous voulons nous assurer d'intégrer ces questions de genre de façon beaucoup plus robuste que par le passé. Et nous voulons aussi rédiger des lignes directrices régionales pour les évaluations afin de faire tomber les barrières en matière de mariage et de divorce. Nous voulons aussi offrir des services consultatifs pour aider les pays à mettre en œuvre ces nouveaux systèmes. En conclusion, il y a des choses que nous voulons faire d'après les résultats que j'ai mentionnés. Nous voulons voir quels sont les instruments qui existent déjà. On veut voir si les États ont suffisamment d'instruments et de mécanismes pour inclure la dimension du genre. Et nous voulons avoir une meilleure stratégie en ce qui concerne les questions de genre dans la production de statistiques annuelles d'état civil. Malgré tout, l'inclusion du genre n'est pas quelque chose qui est bon marché. Ça va coûter très cher. Et c'est quelque chose que nous avons voulu faire ou analyser. Si nous voulons intégrer la question des genres pour le développement économique, tout le monde doit être convaincu. Et à cette fin, il faut des ressources. Et il s'agit de pays, bien souvent, où il y a beaucoup de difficultés, l'infrastructure, le cadre juridique et les capacités humaines elles-mêmes. Donc, il faudra un financement pour faire la différence, surtout si on parle d'une date butoir de 2020. Il y a certaines choses qui devront être faites afin que nous puissions atteindre les objectifs. Il y a aussi le partenariat. Ici, je parle de partenariat digne de confiance. On peut avoir un partenariat, mais est-ce qu'on peut établir un sentiment de confiance? Alors, il faut trouver des partenaires qui croient ce que nous voulons faire, à qui nous pouvons faire confiance et qui vont nous aider à faire la différence. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Oliver. Maintenant, nous allons entendre le dernier conférencier, Amebuala Baguta. Il est directeur national du registre et il est notaire au Mozambique. Il y a de nombreuses années d'expérience en enregistrement civil. Il a déjà été directeur de l'enregistrement criminel à Maputo et il est dans son poste actuel depuis 2016. Il a une maîtrise en droit. Merci beaucoup de l'accueillir ici au podium avec moi. Bonjour. Merci pour votre invitation. J'ai un problème avec ce que vous dites, rendre l'invisible visible. Je vais présenter mon point de vue là-dessus. Au Mozambique, il y a un désavantage pour les familles en raison de coutumes culturelles. Sans enregistrement civil, dans certains cas, il y a des mariages prématurés, surtout en ce qui concerne le paiement de certaines dettes. Certains enfants ont une famille qui les envoie travailler et ils ne voient pas l'avantage d'investir dans l'enregistrement.
faute d'enregistrement et ils perdent de multiples avantages en matière d'éducation et d'autres avantages. Le fait que les femmes n'aient pas de pouvoir ou d'influence au Mozambique fait en sorte que la mère de famille ne va pas enregistrer son bébé. Durant les soins prénataux, les mères ont besoin d'apprendre l'importance de ceci. Et au Mozambique, l'enregistrement électronique nous aidera, et ceci grâce à l'UNICEF et au gouvernement du Canada. Merci pour cela. Le résultat de l'enregistrement électronique est très bon, mais il en est à une phase expérimentale. Je pense que les causes de ces difficultés d'enregistrer sont l'aspect technique, alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. So, thank you very much for our. Alors, merci beaucoup à nos conférenciers. Nous avons maintenant presque une demi-heure pour une conversation, ce qui est très bien. Veuillez vous avancer au microphone pour prendre la parole. Nous en avons 3 ici. Nous allons aussi vous inviter à poser des questions en ligne et nous avons une équipe ici à l'arrière qui va nous le signaler s'il y a des questions en ligne. Alors, vous avez la parole. J'ai des questions, mais je ne veux pas monopoliser la période de questions. Alors, je vais demander à l'auditoire s'il y a des questions. Tout est très clair. Veuillez vous avancer au microphone. Pourriez-vous vous identifier aussi? J'ai un certificat de naissance, Sanjay Darwadka, de UCC Pays-Bas. Nous faisons du travail de consultation pour la Banque mondiale. Je vous pose une question très pratico-pratique. Même si j'ai bien compté le nombre de naissances et de décès, il y a toujours un dénominateur commun parce qu'on n'a que 80% de taux d'enregistrement. Alors, comment est-ce que vous faites des estimations? Combien de naissances ou de décès dans le pays? Est-ce que c'est le recensement, les enquêtes auprès des ménages? Est-ce que j'ai posé une question très stupide? Vous l'adressez à quelqu'un en particulier? Non, pas vraiment. Alors, nous allons noter quelques questions avant de répondre. Bonjour tout le monde. Je suis Erica Schneider et je fais partie du CRDI. Je pensais que tout le monde allait poser une question. Être venu à cette conférence, ça m'a choqué parce que, comme beaucoup de mes collègues, je ne comprenais pas pourquoi nous n'avons pas tenu compte du biais introduit par les genres ou le manque d'inclusion des genres dans les statistiques.
je suis très surprise de voir que nous n'avons pas inclus dans notre statistique. Ça m'horripile maintenant, je peux le dire très ouvertement, du fait que ce n'est pas inclus le risque, c'est que nous investissons dans des systèmes qui sont biaisés et qui vont continuer d'être biaisés pendant longtemps. Alors, c'est le défi que je me lance, en plus d'être horrifié. Alors, je veux savoir où sont les statistiques sur la santé dans ces discussions. On parle de systèmes intégrés et d'enquêtes intégrées. Il y a des systèmes de collecte de données qui doivent absolument être renforcés. Je pense que c'est un argument que j'aimerais avancer. Nous en avons besoin absolument maintenant, surtout pour le bénéfice des femmes. Other questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui, allez-y. Présentez-vous un microphone, s'il vous plaît. Merci à tous les conférenciers de vos présentations. Je représente l'ONU, donc je travaille dans le domaine des statistiques. Je voulais tout simplement vous dire que la région sur laquelle je travaille, vit un moment assez difficile. Et ça, c'est à cause des conflits et des guerres qui font rage. Et l'inscription, l'enregistrement des réfugiés, des personnes déplacées est un grand défi pour nous. Nous n'avons pas encore élaboré des recommandations sur le plan statistique, à savoir comment contrer ces difficultés. L'UNHCR a présenté quelques recommandations qui doivent être adoptées. Alors, j'aimerais vous faire ressortir la question du mariage et du divorce. C'est une question fort importante dans notre région. Il y a des implications pour l'inscription des décès, des naissances également, comme a dit Richard. Dans notre région, les cohortes. Alors, c'est la loi est régie, en fait, par les tribunaux plutôt. Donc, l'inscription se fait, mais établir un lien entre les inscriptions par les tribunaux et l'établissement des registres de l'État civil est un grand défi. Pour les réfugiés en Jordanie et au Liban, beaucoup des mariages, des divorces, alors sont inscrits devant les tribunaux. Mais les inscrire, les enregistrer dans le pays hôte est plus difficile. Et les enregistrer civilement dans le pays d'origine, souvent la Syrie, est très difficile. Il y a plusieurs sondages, plusieurs enquêtes auprès des ménages qui ont été effectuées sur la question de la vulnérabilité. Ces enquêtes ont été effectuées par la Banque mondiale et d'autres. Il n'y a pas vraiment de solutions qui ont été présentées. J'aimerais également vous faire remarquer une habitude, une coutume dans le pays, c'est le mariage coutumier. C'est très prévalent plutôt au niveau des sectes religieuses. Parmi les chiites, par exemple, il y a le mariage muta. Et dans certains pays dans la région, c'est un phénomène qui existe. C'est un mariage qui n'est pas inscrit, qui n'est pas enregistré. Et il y a des implications énormes pour nous. Merci beaucoup. Oui. Une dernière question. Et ensuite, on va entendre les réponses des panélistes, des conférenciers. Merci beaucoup aux conférenciers. Vos présentations étaient fort intéressantes. Pouvez-vous peut-être vous présenter? Moi, je travaille avec le GFF et anciennement, je travaillais pour Statistique de l'Afrique
du Sud et je suis là pour réagir à la question de Francesca au sujet des statistiques sur les mariages coutumiers. Il y a une loi qui a été adoptée, donc on a vu une augmentation du nombre de mariages coutumiers qui sont inscrits, donc une augmentation de 20 000 par an. Ça, c'était en 2003, mais maintenant, on a connu une baisse, donc une réduction en fait de 50%. Alors, les datés administratives ne montrent pas pourquoi ça se produit, mais il y a eu un déclin, une baisse. Mais le revers de la médaille, c'est que on a vu une augmentation du nombre de unions civiles, dont les mariages du même sexe. On a vu une augmentation considérable suite à l'adoption de la loi. Je voulais juste vous le signaler. Je voulais également parler de la question de la sexospécificité, les détails, les données sur les parents lors de l'inscription de la naissance d'un enfant. La plupart des enfants ont des certificats de naissance qui comportent les détails, les données sur la mère. Mais en Afrique du Sud, 2/3 des inscriptions ne contiennent pas les informations sur le père. Alors que la plupart des certificats de naissance comportent les données sur la mère, mais pas sur le père. C'est une question sexospécifique, mais on ne peut pas vraiment dire à la personne qu'elle ne peut pas inscrire la naissance de son enfant juste parce qu'on n'a pas les données sur le père. Mais ça peut être un problème plus tard dans la vie de ces enfants. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, vous semblez être en discussion là-bas, non? Alors, voulez-vous peut-être lancer le bal? Rachel, d'abord. Oui, très rapidement. Je vais essayer de répondre à votre question, mais il y a des démographes, des experts démographiques ici. Il n'y a rien qui est parfait. Il y a le recensement qui est excellent. C'est une source complète de données, mais il y a certains qui ne sont pas comptabilisés dans le recensement. Certes, mais il y a 10 ans entre les recensements et si on a un système d'inscription civile, on peut se pencher sur les décès et sur les naissances. Et il y a certains problèmes qui se présentent, bien entendu, mais à partir de ces données, on peut voir qu'il y a certains décès qui n'ont pas été inscrits. Alors, le DNS est vraiment important parce que ça vous donne une idée du nombre de décès entre les deux recensements. Et ça vous donne une idée, en fait, des gens qui n'ont pas été comptabilisés. C'est très raisonnable, n'est-ce pas? Comme conclusion, il y a également la question de la migration. Donc, ça brouille un petit peu les cartes. Donc, c'est un défi quand il y a beaucoup de circulation entre pays. Alors, ça cause des problèmes. C'est un grand défi pour la comptabilisation des naissances et des décès. Pour réagir à ce qu'a dit la personne représentant Statistique Afrique du Sud, ce que vous dites est très, très important parce que on voit qu'il y a une baisse de l'inscription des mariages coutumiers et c'est peut-être parce que le nombre de mariages civils inscrits augmente. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être faire une analyse pour voir les systèmes en place pour qu'on puisse avoir l'heure juste. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Par rapport à votre première question, j'aimerais juste rajouter ce qu'a dit Rachel. Il y a 2 indicateurs qui sont basés sur les 2 sources.
L'objectif 16, par exemple, sont basés sur les enquêtes et ça nous permet de comptabiliser le pourcentage d'inscription. Et l'objectif 17, je regarde vers mon collègue Sargent ici, les données sont les données officielles qui nous proviennent directement des pays. Peut-être Sargent voudrait ajouter quelque chose à ce sujet, mais ce sont les deux outils dont Rachel a fait référence, a parlé. Il n'y a pas de solution parfaite, mais les deux se complémentent, si vous voulez. J'aimerais également aborder la question du parti pris. Alors, ça existe certainement, et nous avons tous mentionné cela. Alors, il y a la question des réfugiés, l'inscription des mariages, des divorces, des décès. On sait tous que les femmes semblent être sous-représentées, n'est-ce pas? Mais à l'ONU, nous avons élaboré un système basé sur les recommandations des principes. Nous avons également toute une série de programmes de formation qui sont offerts dans plusieurs pays où on essaie de favoriser la bonne démarche. On ne finance pas un système qui est donc qui inclut un parti pris. Alors, mais le parti pris, la déformation, si vous voulez, ça existe dans les systèmes pour plusieurs raisons. Alors, les instruments existent, c'est vraiment comment les présenter, comment favoriser leur utilisation qui est important. Mais l'expert est là-bas, c'est lui qui travaille depuis longue date sur cette question pour mettre sur pied les principes et les recommandations. Alors, merci. Je suis Sargent Merchant. Moi, je viens du service de statistique de l'ONU. Alors, pour ce qui est de votre première question, à savoir comment obtenir les vrais chiffres, nous avons une norme idéale qui est l'inscription universelle de l'état civil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'état civil serait obligatoire, universel, et tous les événements d'une vie, tels que la naissance, le décès, il y a 9 événements selon l'ONU qui doivent être inscrits. Les adoptions, les naissances, etc. La seule façon pour nous d'obtenir des statistiques fiable, c'est d'inscrire chaque événement. Comment y arriver? C'est d'avoir un système universel obligatoire. C'est la norme que nous favorisons. C'est une norme qui existe ou qui est présentée dans certaines recommandations de l'ONU. J'aimerais juste confirmer ce qu'a dit Francesca au sujet de la déformation. Le design, la conception est très neutre sur le plan du sexe. On doit inscrire toutes les naissances, peu importe le sexe de l'enfant. Mais la déformation se trouve au niveau de la mise en application au niveau national pour plusieurs raisons. La préférence pour un bébé mâle, etc. Mais le concept ou la conception du système ne mène pas à la déformation des statistiques, c'est plutôt la mise en application des systèmes qui génère cette déformation de statistiques. Oliver, à vous. Alors, il y a des normes, il y a la question de l'universalité, mais la question la plus importante, c'est la mise en application, la conformité. Il y a des formations culturelles, il y a certaines cultures qui ne permettent pas à l'inscription de certains bébés. Et
Et si l'enfant meurt, c'est la fin de l'histoire pour l'enfant. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve de créativité. Quelles sont les innovations qu'on peut mettre en place pour mettre l'évitement de ce genre de situation? Alors, la technologie peut être donner un appareil électronique au chef du village. Et de cette façon, on va pouvoir saisir les informations sans devoir inscrire le nom du bébé. Alors, il va falloir qu'on se penche là-dessus. Il y a des normes, mais il faut qu'on saisisse les informations qui peuvent tomber entre les mailles à cause des questions culturelles. Très rapidement, vous nous avez donné l'heure juste. Moi, je veux qu'on favorise l'inscription universelle d'ici 2030. Mais pourquoi? C'est pour faire en sorte qu'on puisse avoir des statistiques fiables d'ici cette date-là. Pour ce qui est de la déformation des statistiques, alors, moi, je pense qu'il s'agit en fait de devoir comprendre ce qui se passe dans les pays sur le terrain et donc mettre sur pied des solutions. J'aimerais réagir à votre question. Vous avez parlé de difficultés, de l'inscription des naissances, des décès pour les gens qui vivent dans des circonstances très difficiles, y compris les réfugiés. La démarche traditionnelle ne fonctionne plus. Il faut qu'on fasse preuve de plus de proactivité, d'innovation. Également, on doit se servir d'autres possibilités qui s'offrent à nous. Deux choses ici. Premièrement, la Banque mondiale et d'autres ont annoncé une initiative pour mettre sur pied un centre de données pour étudier comment on peut générer des statistiques fiables sur les réfugiés, sur la circulation de ces réfugiés, sur leur vie, etc. Et cela, ça nous crée la possibilité de collaborer pour trouver d'autres façons pour appuyer ces gens-là. Deuxièmement, depuis 2 ans maintenant, la Banque mondiale travaille de près avec le partenariat mondial pour les données durables. Nous venons d'annoncer la deuxième cycle d'un projet. Pendant le premier cycle, un des 10 projets portait sur comment se servir de la technologie mobile pour surveiller les réfugiés syriens et pour leur permettre d'inscrire leur naissance, décès, etc. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour cerner les démarches innovatrices pour nous permettre de combler les questions les plus difficiles et tenir compte des situations les plus difficiles. Alors, j'ai une question à vous poser. Vous avez parlé du besoin de la recherche sur les avantages qui découlent des systèmes ESEC pour tenir compte de la sexospécificité. Est-ce quelque chose que la Banque envisage de faire? Est-ce que vous allez consulter, entreprendre des discussions là-dessus? Eh bien, la Banque mondiale va certainement appuyer la recherche dans ce domaine-là. Sam est là et il travaille dur cette question justement. On veut également profiter de la contribution du gouvernement canadien. On appuie le centre d'excellence et je pense que ça va nous permettre de collaborer les uns avec les autres, de travailler ensemble pour savoir où il faut investir davantage et pour élaborer une liste de nos priorités. Mais ce n'est pas, alors ce n'est pas une tâche qui peut être faite par un seul intervenant. Non, il faut qu'on travaille en collaboration les uns avec les autres. Il nous ferait plaisir de poursuivre cette discussion pour savoir comment on peut favoriser ces pourparlers, ces discussions. Merci beaucoup. Ça va?
C'est une question qui nous intéresse vivement également la semaine dernière. Nous étions en train de réfléchir à comment effectuer une étude sur les valeurs économiques et sociales du ESEC. Et comme vous avez dit, il va falloir mettre à contribution beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acteurs, parce que l'analyse et la méthodologie seront très, très complexes. Il va falloir qu'on réunisse plusieurs acteurs pour qu'on puisse réfléchir aux variables qu'on veut intégrer dans le ESEC. On vient d'avoir une réunion là-dessus avec le partenariat global, d'ailleurs. J'aimerais juste surenchérir. Quand on travaille dans la région de l'Asie-Pacifique pour favoriser l'amélioration du ESEC, nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'on n'a pas assez de recherche sur ces questions. Donc, nous avons mis sur pied un programme de recherche qui a été publié dans un journal donné il y a 5 ans et nous avons cerné ou identifié toute une série de questions qu'il fallait étudier. Et on a fait l'étude depuis. Et j'aimerais féliciter plusieurs des intervenants d'avoir effectué beaucoup de recherches sur la région Asie-Pacifique et Afrique également. Alors, j'aimerais poser la question à Oliver. Voulez-vous peut-être vous présenter un microphone pour poser votre question? Alors, je vais poser ma question à Oliver plus tard. Alors, allez-y. Murrow Gomes, Université de Toronto. Moi, je travaille sur le renforcement des études sur les causes de décès en Afrique. Ma question porte sur les données sur la cause de décès. La plupart des aidants, des soignantes étaient des femmes. Et quelle serait la feuille de route que vous envisagez pour tenir compte des données sur la cause de décès aux États-Unis, par exemple? Ça a pris 100 ans pour que tout le monde commence à décéder à la maison. Mais en Afrique, il y a beaucoup de gens qui décèdent toujours à la maison et on n'a pas de statistiques sur ces décès. Alors, est-ce que vous envisagez donc un modèle qui va tenir compte de tous les décès en Afrique, peu importe où les décès se produisent? Une autre question, alors présentez-vous un microphone, s'il vous plaît. Bonjour, merci à tous les conférences. Je suis Alina Worson, je suis responsable de notre programme d'inscription de naissance numérique. Je voulais intervenir au sujet de la discussion, au sujet du besoin de financement, la création du cas d'affaires, si vous voulez, pour l'inscription des naissances. Quel devrait être le rôle du secteur privé? Il y a des gens du secteur privé qui sont ici aujourd'hui. On sait que les données sont très importantes. Et comment est-ce qu'on va vraiment profiter de ces données? Merci beaucoup. Une dernière question. Oui. Albert Montevans, je travaille avec Google Measures 2030. C'est une initiative qui fait intervenir les décideurs, les intervenants. J'aimerais vous parler du financement parce que les conférenciers ont bien décrit les avantages. Il y en a beaucoup. Ils ont dit que c'est une situation gagnante pour tous les intervenants. Quels sont les obstacles donc qui empêchent la mise en application? Vous avez parlé de la volonté politique, vous avez parlé des systèmes juridiques, vous avez parlé de la capacité institutionnelle, etc. Et certains conférenciers ont également abordé la question financière, donc le coût.
quel est l'état de l'art finalement. En parlant à vos ministres des Finances ou à d'autres ministres en Afrique ou à des représentants des banques qui envisagent d'investir. C'est l'argument que vous devez leur représenter. Vous devez leur dire, écoutez, voici les avantages et voici les coûts possibles. Les coûts vont évoluer en fonction du contexte. Il y a des régions plus éloignées, etc. Mais est-ce qu'on pourrait leur dire, écoutez, il y a 20 enquêtes qui ont été effectuées, on pourrait mettre sur pied un système pour tant d'argent, tant de fonds. Alors, quels sont les arguments que vous allez leur présenter? Je vais demander aux panélistes de réagir aux questions très rapidement, mais j'aimerais ajouter également ma question qui est en lien avec mes remarques liminaires. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça habilite ou responsabilise les femmes? Ce ne sont pas seulement celles qui inscrivent les décès et les naissances, mais comment est-ce qu'on peut les appuyer pour qu'elles deviennent les agentes de changement? Comment est-ce qu'on peut les habiliter pour en devenir? Alors, on va vous permettre de répondre à tour de rôle. Donc, répondez aux questions posées par le public et à la mienne également. D'accord, j'aimerais insister sur l'exposition de la sous-couverture et des besoins. Vous avez parlé de cela et des conséquences également. Moi, j'aimerais souligner que le fait que c'est nécessaire, c'est la première étape d'ailleurs. Moi, je ne sais pas de combien de fonds on a vraiment besoin. C'est pas forcément la chose la plus populaire à dire, mais quand on pense au recensement de 2020, il y a possibilité pour nous de mobiliser les efforts nationaux. C'est un engagement politique de taille, certes, et dans certains pays, ça pourrait nous donner plus d'informations sur les besoins de couverture et la situation des femmes. Le mariage coutumier, le mariage civil et l'inscription des deux également. Moi, j'essaie toujours de trouver des possibilités où on peut vraiment changer la situation sur le terrain pour très peu d'argent et très peu d'efforts. Alors, de mon point de vue, moi, je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur cela d'abord, mais je pense qu'il y a des possibilités qui existent, qui sont sous-utilisées, qui ne coûteraient pas très cher. Merci, Rachel. Yes. Pour ce qui est du financement, alors, l'ESEC favoriser ou prôner la création de meilleurs systèmes. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Les donateurs n'étaient pas intéressés. En fait, ils disaient, écoutez, on s'intéresse à voir les résultats immédiatement. Et les ESEC n'est pas quelque chose qu'on peut renforcer, consolider très rapidement. Les résultats se font attendre. C'était un défi. Maintenant, nous avons le vent dans le poupe. Nous avons des partenariats avec le secteur privé. Nous avons le partenariat global qui travaille avec nous, avec le système onusien. On peut réunir tous ces acteurs-là. Et je pense qu'il faut qu'on démontre l'incidence ou les conséquences de ces données, les réalisations qui peuvent découler du renforcement du ESEC. Ce n'est pas seulement une source de données, non. Il faut faire prévaloir en fait le fait que ça va bien au-delà d'une source de données. Ça peut vous permettre de protéger le droit des femmes, par exemple, mais ça reste un défi. Certes, l'engagement politique au niveau national est important. Le gouvernement doit donner son accord, le ministre des Finances également. Il faut qu'on s'adresse à tous ces intervenants-là. Mais on a vu une certaine évolution. On a vu certains donateurs qui étaient prêts à aider. Mais ce n'a pas été le cas avec le ESEC depuis
bon nombre d'années. C'est ça dont j'ai parlé. Que dois-je faire? J'ai X. Sur quoi dépensons-nous? Alors, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est le coût en fait des inscriptions. Alors, dans les pays en voie de développement, alors on ne peut pas se permettre d'inscrire une naissance ou de donner naissance dans un hôpital. Et dans bien des cas, l'hôpital est très loin. Premièrement, pour réagir à votre question sur l'amélioration de l'inscription et de l'habilité des femmes et de favoriser l'égalité des sexes, deux choses qui sont importantes ici. J'aimerais vous projeter une vidéo qui a été tournée en Ouganda et ça montre une femme avec un petit commerce. On lui a donné une carte d'identité. Ça lui a permis en fait de traverser la frontière pour vendre ses biens dans le pays avoisinant. Et ensuite, elle est revenue avec d'autres biens. Ça a changé la vie de cette femme. Elle a été habilitée, responsabilisée. Deuxième exemple, au Pakistan, cette fois-ci, quand on a donné des cartes d'identité numériques aux femmes, ça leur a permis de recevoir les transferts monétaires qui étaient contrôlés autrefois par les hommes. Maintenant, les femmes ont le contrôle sur les finances des ménages. Ça a vraiment habilité ou responsabilisé les femmes. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il faut qu'on regarde la question sous tous ces aspects. La deuxième question, est-ce que ça vaut la peine, en fait, d'investir dans l'inscription de l'état civil plutôt que d'investir dans les services publics? Ce n'est pas la bonne question. Il ne s'agit pas là, en fait, des données qu'on va générer, mais c'est vraiment l'avantage pour tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde. L'importance est importante pour tout le monde. Une carte d'identité numérique vous permet d'avoir accès à bien des droits. Et ça vous ouvre la porte à d'autres possibilités. Ça ouvre la porte à vos enfants également. C'est un avantage. Et c'est pour cela que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Nous avons déjà certains bons systèmes qui vont générer de bonnes données sur toute une panoplie de questions et ça va être très, très, très important pour assurer le développement dans plusieurs secteurs. Alors, moi, je pense que l'investissement dans l'inscription de l'état civil versus l'investissement dans les services publics, ce n'est pas la bonne question à poser parce que les données peuvent être un avantage pour tout le monde. Une minute, il nous reste une minute. Oliver. J'aimerais réagir aux deux questions. On est tous d'accord pour dire que l'inscription de l'état civil est très importante. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si c'est une priorité. On dit tous que c'est important, mais est-ce que c'est en haut de liste? C'est vraiment la question qui se pose pour les gouvernements nationaux. Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Et c'est pour cela qu'il faut prôner, qu'il faut parler en fait des avantages économiques qui en découlent. Et si on peut démontrer qu'il y a des avantages économiques, alors peut-être c'est un outil qu'on va pouvoir présenter au gouvernement et dire, écoutez, voilà les avantages de ce système et voilà les résultats que vous pouvez escompter. Ensuite, il y a la question du secteur privé. Comment mettre à contribution le secteur privé? Le secteur privé peut en profiter également parce que si le secteur privé peut suivre les informations, à savoir la composition de la population, ils vont pouvoir prévoir leur démarche commerciale. Donc, eux, ils vont pouvoir investir dans les services de téléphonie
mobiles, etc. Et c'est pour cela qu'on a besoin du secteur privé. Ils ont la capacité, ils ont la technologie de l'information. Et je pense qu'il faudrait les mettre à contribution et travailler avec eux pour améliorer la donne. Au Mozambique, l'inscription de l'état civil est gratuite au Mozambique. Alors, le système est gratuit. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà de bons exemples comme toutes les réunions, les conférences, on provoque plus de questions. J'aimerais remercier tous les conférenciers de leur contribution et de leur présentation également.